Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Et bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour les vraies voix qui font bouger la France. Je rappelle que vous retrouverez Stéphane Soumier pour Parlons Vrai avec les entrepreneurs sur Sud Radio et Bismart à partir de 19h30. Mais pour l'heure, on l'a dit, nous sommes avec Denis Jacquet pour les voix des entrepreneurs. Bonsoir à vous, Denis. Bonsoir, Jean-Marie. En quelques mots, nous partons dans l'espace ce soir, une fois n'est pas coutume. Ouais. On va y partir de façon concrète, physique et aussi un peu philosophique finalement, grâce à Eric qui nous accompagne ce soir. Et bien justement, nos invités, on les découvre tout de suite sur Sud Radio. Nous accueillons le père Eric Salobia. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes prêtre Vatican, spécialiste, l'un des plus grands spécialistes de l'intelligence artificielle dans le monde. Bonsoir à vous et bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors, Eric, nous on se connaît un petit peu, donc on va discuter à bâton rompu et faire un peu d'humour. Mais d'abord, l'actualité d'Eric Salobir, c'est qu'il y a un livre magnifique qui sort et qui s'appelle Dieu et la Silicon Valley. Alors, si on fait un peu d'humour, est-ce que on se demande si on va communiquer avec Dieu par WhatsApp bientôt? Quel est le rapport finalement entre l'Église et la tech, selon vous? Certains diraient que la prière, c'est peut-être la première forme de communication sans fil, et vous avez toujours du réseau. Donc, finalement, c'est pas nouveau. Oui, la 5G est un faux débat. Exactement. Oui. Mais après, je dirais que c'est intéressant de voir un peu le lien qui peut exister entre d'un côté la vallée, de l'autre côté l'Église. On peut dire l'Église, ça paraît un peu décalé, etc. Mais justement, le fait qu'il n'y ait pas de Vatican Tech, le fait que l'Église catholique, elle n'a rien à défendre, qu'elle est désintéressée, c'est ça justement qui peut peut-être lui permettre de s'intéresser à ce que font les gens dans la vallée et plus largement dans le monde de la tech et à la façon dont ils transforment la société. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qu'il y a de bien et puis parfois un peu ce qu'il y a de moins bien. Ouais. Mais ça c'est un questionnement qui est là depuis longtemps, parce que je rappelle que vous présidez Optique Technologique, un think tank qui réfléchit, qui travaille, qui forme, qui éduque, qui conseille, qui accompagne. C'est une réflexion de longue date qui est née avec la tech ou qui est vraiment très récente aujourd'hui au niveau de l'Église finalement? Alors on a commencé Optique en 2012, donc les premiers contacts, et puis on s'est rendu compte que d'un côté comme de l'autre, dans le monde de la tech et dans le monde des humanités, on va dire, c'est-à-dire les universités, c'est-à-dire l'Église, on avait envie de se parler, on avait des questions réciproques, etc. Et petit à petit, ça s'est tissé comme une espèce de grand réseau d'amis. Moi, je n'y suis pas pour grand-chose. Je connecte un peu les gens, etc. Mais en fait, c'est les gens qui sont géniaux. Moi, j'essaie de créer les conditions du débat et ça ne va pas plus loin. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'Église, elle dialogue avec la science, pas depuis le Moyen-Âge, depuis avant. Donc en fait, finalement, on n'a fait que retisser des liens qui existent depuis très longtemps. On a tous en tête des épisodes un peu fâcheux comme l'affaire Galilée. On se dit, l'Église, pas forcément très cool, etc. Avec le progrès, en tout cas le progrès technique, effectivement. Voilà, alors c'est intéressant, on pourra parler justement de la différence entre le progrès et l'innovation. Parce que le progrès, ça veut dire que c'est un mieux. On disait beaucoup ça du progrès scientifique, parce qu'avoir découvert quelque chose, c'est toujours mieux que de ne pas le savoir. L'innovation, c'est ce qui est nouveau. Mais est-ce que c'est nouveau et est-ce que c'est mieux? C'est pas forcément la même chose. Tout à fait. Et on se rend compte qu'en fait, il faut qu'on va dire, joue un peu sur ces deux tableaux et qu'on essaie de discerner ce qui, dans ce qui est nouveau, est vraiment un vrai plus. Qu'est-ce que l'Église a appris depuis Galilée? Tout. Alors l'Église a beaucoup appris. Il ne faut pas oublier que parmi ceux qui ont fait la science, il y a un certain nombre d'ecclésiastiques. Il y a des moines, il y a des prêtres, et Copernic était chanoine. Enfin, c'est intéressant. On a l'impression qu'il y a l'Église qui serait d'un côté, la science de l'autre. En fait, pendant très longtemps, ça s'est mêlé. Et faire de la théologie et des mathématiques, faire de la physique et de la philo, c'était que des choses qui étaient assez mêlées. Et c'est depuis, on va dire, 2 siècles que vraiment les disciplines se sont séparées. Et en fait, peut-être que justement, l'idée, c'est d'essayer de retisser des liens, et l'une des spécificités de notre réseau, c'est l'interdisciplinarité justement, faire se parler des gens qui d'habitude ne se parlent jamais. Et du coup, ceux qui se parlent grâce à vous et qui ne se parlaient jamais, quels sont les profils types par exemple les plus variés possibles? Les plus variés possibles, ça peut aller des gens dans la tech qui sont soit des gens qui ont déjà très très bien réussi et qui sont ultra connus, ou des start-upers qui n'ont pas encore un sou en poche mais qui peut-être vont percer et créer le Facebook de demain. Et puis de notre côté, c'est des chercheurs en anthropologie, en philosophie, en théologie, dont on se dit qu'ils sont quand même loin, mais en fait peut-être pas tant que ça. Et ça fait un choc des cultures quand ils se rencontrent?
En fait, d'un côté, ça fait un choc des cultures parce qu'effectivement, ils n'ont pas le même référentiel. J'ai un universitaire qui me disait, pour nous, au sein de l'université, l'interdisciplinarité, c'est entre chimie et biochimie. Et c'est déjà beaucoup. Donc là, vous imaginez un peu le grand écart. Mais en même temps, on se rend compte aussi que les gens qui viennent à la table de la conversation sont des gens qui ont au moins un point commun, c'est qu'ils ont envie de placer l'humain au cœur du développement des technologies. Ouais. Et alors après, il faut savoir qu'est-ce que l'humain, c'est pas juste un consommateur, un utilisateur ou même un citoyen, c'est un humain plus large. Il faut déjà s'entendre sur qu'est-ce que c'est que placer l'humain au centre. Mais ça veut dire qu'on a déjà un gros point commun. Oui, effectivement. On est avec notre premier invité qu'on va accueillir tout de suite, notre autre invité, Sylve Treumann. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio, architecte de l'espace, avec notamment l'entreprise Real Dreams Innovations. Bonsoir à vous et bienvenue. Alors Sylve, bienvenue, j'étais ravi de découvrir ce que vous faites qui est assez magique. Là aussi on part dans un autre univers, c'est-à-dire qu'on commence à s'imaginer vivre, travailler, interagir dans l'espace, et puis on voit bien qu'avec la reprise de l'exploration spatiale, c'est plus des sujets théoriques, on n'est plus dans Tintin et Milou ou autres lectures culturelles qui font toute ma fascination, mais on est vraiment dans quelque chose de concret. Donc comment est-ce qu'on perce dans ce milieu? Pourquoi avoir choisi ce milieu? Pourquoi est-ce qu'on devient architecte spatial à un moment où finalement la conquête démarre? C'est le bon moment, c'est le bon timing? Alors c'est quelque chose qui est venu vraiment par hasard aussi. C'est-à-dire qu'il y a un fonds où finalement c'est une entreprise familiale qu'on a créée avec mon père qui est lui ingénieur de l'aérospatiale. Ça a bercé mon enfance pendant des années. J'ai fait des études d'architecture et ensuite j'ai exercé. Et on s'est remis à reparler de ces sujets de plus en plus. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, allez, toi tu sais calculer, moi je sais dessiner. Donc on va essayer de proposer quelque chose. On l'a proposé à l'Institut de France pour le concours de la Fondation Jacques Rougerie. Et on a eu un prix cette année-là. Et là, on s'est dit, allez, on va essayer de... Alors attention, il ne s'agit pas de construire tout de suite des prototypes, des choses comme ça. Nous, on esquisse, on fait vraiment... ce que fait le travail d'un architecte quand il fait un concours, c'est-à-dire qu'il faut l'image, mais il faut aussi quelque chose de mesurable et de chiffrable pour imaginer un peu l'avenir là-dessus. Mais quel type de pièce vous dessinez? Un architecte de l'espace, moi qui suis très terrien, pour le coup, j'ai envie de me dire qu'est-ce que, idéalement, vous voudriez construire plus tard? Alors, idéalement, c'est vivre. C'est vivre ailleurs, c'est vivre dans ce qu'on appelle des environnements extrémophiles. Ouais. C'est-à-dire que si on ouvre la porte dehors, on meurt. C'est-à-dire il y a énormément de choses, que ce soit dans l'espace ou sur d'autres astres comme la Lune ou comme Mars. On en parle beaucoup, on parle de Vénus maintenant. Tout à fait. Vénus, là, ça veut dire qu'il faut être à 50 km d'altitude, il faut voler. Dans des nuages d'acide sulfurique en plus nuages. À Vénus. Mais alors, Sylve, oui, pardon. Non, je vous en prie, mais Sylve, qui vous fait travailler aujourd'hui? Parce que moi, je vous pose une question d'entrepreneur, mais comment vous faites du chiffre d'affaires aujourd'hui en proposant des choses qu'on ne va pas encore utiliser tout de suite? Il y a aujourd'hui des instituts, il y a ces milliardaires américains qu'on voit, Branson, Elon Musk, qui travaillent sur ces projets, Mars, etc. C'est eux qui aujourd'hui vous font déjà travailler? Est-ce que c'est le CNES en France? Qui sont vos premiers clients ou vos premiers intérêts? Alors, des personnalités comme ça, bien sûr, j'en rêverais, mais c'est pas encore le cas. On va les appeler. C'est gentil. Mais le CNES, effectivement, oui. Et puis, d'autres partenaires privés. Vous avez une galaxie de petites entreprises. Il y a Exotrail, par exemple, qui fabrique des CubeSats. Il y a... on va dire, tout un tas d'entreprises qui cherchent comme ça à avoir une vision de l'avenir un petit peu, soit pour prévoir le monde dans 2030, 2040, 2050, soit pour essayer de voir qu'est-ce que ça peut donner, vivre, puisque c'est un travail d'architecture, donc il s'agit de faire vivre des gens, au final, dans quelles conditions, comment... Du coup, vous échangez avec des Thomas Pesquet ou simplement en vous disant, ce qui arrive souvent avec l'espace, finalement, ce qu'on va découvrir là-bas vient nous resservir sur Terre. Donc finalement, en imaginant ce que pourraient être des conditions extrêmes, comme vous disiez, j'ouvre la porte, je meurs, ce qui est une perspective bien pire que celle du Covid, en tout cas. Donc, est-ce que ça veut dire que ça vous permet de concevoir aujourd'hui sur Terre, pour d'autres clients, des choses qui proviennent de cette imagination-là ?
C'est exactement ça. Il y a un lien avec la Terre. C'est-à-dire que tout ça doit retourner sur Terre à un moment donné. Il y a une pensée qui se dit que le réchauffement climatique ou ces événements-là sont tellement lents que finalement, beaucoup d'êtres humains, s'ils n'ont pas, on va dire, le couteau sous la gorge, ils vont pas forcément avoir les bons réflexes ou inventer les bonnes solutions. Si vous êtes sur la Lune, le recyclage, c'est même pas c'est une question de survie. Voilà, c'est une question de survie. Et tout devient comme ça. Et donc, du coup, vous êtes forcé de trouver des solutions à un moment donné. Le plus connu, ce sont les panneaux solaires qui ont été développés pour des satellites. Et puis 30 ans plus tard, ils reviennent sur Terre. On les voit sur les maisons, on les intègre maintenant dans des tuiles pour faire recharger nos voitures. Donc, il y a cette idée vraiment de ramener des technologies sur Terre. Et je ne conçois pas aller dans l'espace comme quelque chose de purement sorti du rêve. C'est bien sûr pour nous permettre, nous, sur Terre, de réutiliser tout ça d'une autre manière. Et si ça peut aller vers plus d'écologie, ce serait top. En tout cas, ça peut nous servir effectivement, puisque surtout dans l'espace ou alors dans les environnements extrêmes, effectivement, il faut faire très attention à la gestion de ces ressources et à ce qu'on en fait. Merci à vous d'être intervenu, Sylve Streumann, sur Sud Radio. Merci. Architecte de l'espace, c'est quand même un titre qui fait rêver. Beaucoup de gosses qui écoutent Sud Radio qui voudraient devenir plus tard architecte, d'autres qui veulent devenir astronaute. Là, architecte de l'espace, vous avez réussi à mixer les deux. C'est aussi ça un peu l'interdisciplinarité dont nous parlait notre invité Éric Salobir. Restez avec nous, Éric Salobir. On se retrouve dans un instant. On va faire du tourisme spatial sur Sud Radio, les amis. On va vous faire découvrir notamment l'entrepreneur qui a créé ce ballon incroyable qui vous permet de faire des croisières dans la stratosphère. On va prendre de la hauteur avec Elton John pour Rocketman sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Les voix des entrepreneurs qui vous emmènent dans l'espace et qui s'inquiètent pour le Major Tom avec David Bowie. Nous sommes en direct sur Sud Radio avec Denis Jacquet jusqu'à 19h30. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, le père Éric Salobir. Nous continuons à explorer un petit peu ce secteur économique, parce que c'est aussi un secteur économique, pas que ça, on l'a dit, qui est l'espace. Et c'est énorme, ça nous parle notamment pour ceux des auditeurs de Sud Radio qui habitent dans la région toulousaine, où c'est un secteur économique très important. Ouais. Et d'ailleurs, notre invité prochain connaît bien et particulièrement bien cette région. Bonjour Vincent. Bonsoir à vous Vincent Faré d'Astiès. Vous êtes le fondateur, je parlais de vous il y a quelques minutes, le fondateur et le pilote du ballon de tourisme spatial Zefalto. C'est des croisières vers la stratosphère, ce qui, rien que de le dire, moi, me donne envie de rêver. D'abord, on va donner un peu de chiffres. C'est quelle altitude la stratosphère ? C'est quel morceau d'espace ou alors dernier morceau de ciel ? Alors, c'est la couche de l'atmosphère qui commence à peu près à 11 km. Au-dessus de la France, ça va être 11 km et qui va jusqu'à 60 km. Jusqu'à 60 km. Et vous pouvez aller jusqu'à combien, vous, avec le ballon Zefalto, en théorie ? Alors, le ballon Zefalto, il est conçu pour aller jusqu'à 30 km et on vise des croisières régulières à 25 km d'altitude avec des passagers. C'est incroyable. Alors, Vincent, tous ceux qui suivent un petit peu l'actu savent qu'aujourd'hui, les grands milliardaires de cette planète rêvent d'aller dans l'espace et d'offrir aux plus riches d'entre eux des voyages à 250, 300 000 $ pour aller voir notre jolie planète d'en haut, très loin de tout virus et de toute intervention étrangère comme actuelle. Et là, vous offrez une alternative complètement différente. Donc, expliquons ce ballon et le fait qu'il fonctionne à l'énergie solaire. Donc, vous proposez un voyage propre, beaucoup plus accessible, versus un voyage très cher et coûteux pour l'environnement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un côté combat de culture et combat philosophique dans cette approche ? Je pense qu'il y a un côté complémentarité aussi. C'est-à-dire que les expériences qui sont proposées par d'autres vont plus haut, ont plus d'impact carbone sur l'environnement, ça c'est sûr, mais elles sont aussi un peu plus physiques, c'est-à-dire qu'il faut, c'est un peu comme pour les astronautes, il faut quand même un peu d'entraînement. Là, alors ce qu'on va proposer nous, c'est une expérience qui est extrêmement douce, silencieuse, confortable, je dirais presque contemplative, pour faire un petit clin d'œil au père Éric, et c'est donc moins cher aussi, et je pense que c'est un trait d'union
entre des projets vraiment qui arriveront, mais qui sont un petit peu plus loin dans le temps, et ce qu'on vit actuellement. Et je pense qu'on a un peu cette première marche assez douce, finalement, vers le voyage spatial. C'est vraiment la première marche à 30 km. Tiens, qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs une fois qu'on est à 30 km d'altitude? On est dans le noir ou on est encore dans le ciel bleu? Est-ce qu'on pèse encore quelque chose? Voit la ou est-ce Tour qu'on Eiffel flotte, par exemple? Quel est le paysage qui s'offre à vous quand vous êtes à 30 km? Alors d'abord, ce qu'on voit, c'est la courbure de la Terre. C'est ça. D'accord. Et on la voit vraiment sans avoir besoin de se l'imaginer, quoi. Voilà, sans avoir besoin d'un appareil photo qui la déforme, on la voit vraiment. Ce qu'on voit aussi, c'est que on a passé donc 98% de l'atmosphère, donc au point de vue densité, et donc on a presque plus de perturbations lumineuses. On est immergé dans le noir de l'espace. Donc on est dans l'espace, ouais. Le bleu est en dessous, la planète bleue est en dessous, et là on est plongé dans le noir, c'est-à-dire qu'en plein jour, il fait noir et on peut voir le soleil et les étoiles en même temps. Et on voit le soleil dans un ciel noir, ce qu'on n'a jamais fait sur Terre, par exemple, parce qu'on ne peut pas voir le soleil dans un ciel noir, pour le coup. Et on flotte, pardon? On pèse quelque chose encore, j'imagine? On pèse encore pratiquement comme... on pèse pratiquement le même poids qu'au sol, sur Terre. En fait. Il n'y a pas encore la pesanteur, ce qui fait que ça évite pas mal de problématiques justement d'entraînement, de tout ce qu'on va pouvoir demander à des astronautes. Finalement, celui qui peut qui peut monter à bord d'un avion de ligne peut monter à bord d'un avion. Et au passage, ça permet de récupérer le ballon, ce qui est quand même assez utile. Dernière petite question, Vincent, c'est quoi la timeline en anglais? C'est horrible. Quand est-ce qu'on pourra aller dans ce ballon et aller dans la stratosphère de 11 à 30 km? Dans vos rêves les plus fous, ça arrivera quand? C'est pas du tout dans mes rêves les plus fous. Dans le business plan très cadré, c'est en 2024. Ah oui, donc c'est demain. D'accord. C'est demain. Alors on a commencé les vols d'essai. Donc on a 3 candidats là autour de la table, vous le savez. Ouais. Ben voilà, on a la prochaine émission de Sud Radio en Sud Radio, donc octobre 2024. On délocalisé directement là-haut. Voilà. Bienvenue. Écoutez, on fera ça avec zoom plaisir. Courbure de la Terre. Ça fait quand même absolument rêver. Merci à vous, Vincent Faré-Dastiès. Beau projet quand même de tourisme spatial, le ballon Zefalto. On est toujours avec vous, Père Éric Salobir. Qu'est-ce qu'on va chercher quand on essaye quand même de s'éloigner le plus possible de la civilisation? Parce que c'est ça qu'on fait quand on veut partir dans l'espace ou le plus haut possible dans le ciel. On fuit les autres ou on cherche des nouvelles perspectives? Peut-être qu'on se cherche soi-même. C'est un moment, je pense que tous les explorateurs, tous les gens qui vont au bout de quelque chose, ils vont aussi au bout d'eux-mêmes. Et à un moment, plus on est peu nombreux dans une capsule spatiale et plus l'humain va devenir important. Enfin, on voit toutes les expériences qui ont été faites de voyages dans des conditions martiennes, que c'est la dimension psychologique est de loin la plus délicate à gérer. Et puis, c'est la même chose, je pense, pour des explorateurs, des gens qui font des choses, qui vont jusqu'au bout. Et quand on se découvre, à un moment, Maître Eckhart disait « Cherche-toi et là où tu te trouves, laisse-toi ». Et je pense qu'à un moment, c'est peut-être là aussi qu'on découvre les autres. Et je suis intéressé par le fait que, outre le fait qu'elles sont extrêmement poétiques, ces deux initiatives qu'on nous a présentées sont deux initiatives qui vont avoir un impact écologique, un impact sur la façon dont on vit. On va ramener une expérience, on va ramener des nouvelles technologies, et ça peut être extrêmement fort. Et c'est très concret en plus pour la vie de tous les jours. Ouais. Alors, j'ai une question de bac, Éric, un peu en avance pour le mois de juin, mais bon, on a tous lu aussi Yuval Harari, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Église voit la tech comme une nouvelle religion? C'est-à-dire, est-ce que les gens de la Silicon Valley, dont vous parlez d'ailleurs dans le livre, est-ce qu'ils se prennent eux-mêmes pour de nouveaux dieux finalement? Parce qu'avec la tech, on va pouvoir solutionner les problèmes, amener de la formation, amener de nouvelles croyances, amener un super pouvoir. Yuval Harari disait qu'on abandonnait la raison pour le pouvoir. Est-ce que c'est quelque part quelque chose que l'Église analyse, ou est-ce que c'est même une crainte, ou pas du tout? Alors en fait, se prendre pour Dieu, c'est pas une religion, hein. C'est beaucoup plus grave que ça. Oui, c'est psychiatrique. Voilà, mais non, je pense qu'effectivement, ce qu'on regarde nous, c'est la relation qu'on a à la technologie, et je pense qu'il y a quelque chose qui est vieux comme le monde, qui n'a pas attendu la Silicon Valley, qui consiste à fabriquer un objet en y mettant toutes ses compétences, tout son savoir, à le placer en face de soi, et à un moment à le révérer, on va dire, en attendant une forme de quasiment
sentiment de salut ou de secours de sa part. Ça, c'est un totem, c'est un fétiche. Et ça, c'est très ancien dans l'histoire de l'humanité. Le problème, c'est qu'à un moment, le totem, il ne protège pas. Et je pense que là où on a l'impression qu'on a la main sur le totem, c'est le totem qui a la main sur nous. Et je pense qu'à un moment, il faut se déprendre, il faut se dégager de ça. Il faut se dégager de ça, sinon ça mène effectivement en plus à la superstition ou quelque chose qui ne vous permettrait pas de tenir le coup. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup, Père Éric Salobir. Dieu et la Silicon Valley, l'homme qui connecte l'Église et les grands patrons du digital. Ça, c'est les présentations de votre éditeur Buchet-Chastel. Dieu et la Silicon Valley, vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies. Qui vient de sortir. Merci infiniment d'être intervenu sur Sud Radio. Merci à vous aussi, Denis. Merci Jean-Marie. La semaine prochaine, mercredi prochain. La suite, même endroit. Des vraies voix qui font bouger la France. Vous retrouvez Stéphane Soumier dans un instant. Parlons vrai, toujours sur Sud Radio avec les entrepreneurs.